Air, eau et équipement. Dans ce chapitre, tu analyseras quelques caractéristiques de l'environnement en plongée. Tu trouveras quelques pièces d'équipement indispensables pour la plongée. Et tu découvriras comment se comporte la lumière juste sous la surface de l'eau. Air et eau. Le monde dans lequel nous vivons est une réalité physique et tangible. Tout ce que nous voyons et touchons existe vraiment. Cela est dû au fait que tout est formé par des éléments qui se caractérisent par une masse, un volume et une forme. La partie d'un élément est formée de particules élémentaires appelées molécules. Les éléments forment tout ce qui est autour de nous. Selon leurs propriétés, ils peuvent être solides, liquides ou gazeux. Un solide, comme par exemple un caillou, est caractérisé par une masse, une forme et un volume propre. Un liquide a une propre masse et volume, mais pas de forme propre. Un liquide s'adapte à son récipient, comme l'eau dans une bouteille par exemple. Un gaz se caractérise par une propre masse seulement. En effet, un gaz ne possède ni forme ni volume propre, mais il s'adapte au récipient. Analysons quelques différences entre un liquide et un gaz. Prenons deux récipients, dans l'un nous mettons de l'eau et dans l'autre de l'air. Puis, à l'aide d'un bouchon, essayons de les comprimer. Deux différences importantes apparaissent aussitôt entre les deux. L'air est compressible, tandis que l'eau ne l'est pratiquement pas. Air et eau, ou gaz et liquide, sont tous deux constitués de molécules. Mais les molécules d'un gaz, étant moins nombreuses et plus éloignées les unes des autres, peuvent être comprimées plus facilement. La différence entre les molécules et leur nombre est à l'origine d'une propriété dite densité. En particulier, l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Les palmes. Les variations de densité jouent un rôle important. Un des premiers changements est le poids. Pour un même volume, une plus grande densité signifiera un poids supérieur. Hormis le poids, une importante densité de l'eau produit d'autres effets. Suppose que tu cours dans une prairie, puis dans l'eau. Que constates-tu? Plus l'eau monte, plus tu as du mal à bouger jusqu'au point où, pour continuer à avancer, tu seras obligé de nager. Que s'est-il passé? En courant, il t'a fallu seulement vaincre la faible résistance de l'air. Pratiquement, tu t'es faufilé entre les molécules d'air. Dans l'eau, la quantité de molécules à déplacer est franchement plus élevée. Cela signifie qu'avec la même énergie, l'effort nécessaire pour se déplacer est plus important dans l'eau que dans l'espace. Donc, à un certain moment, la façon plus efficace pour se déplacer dans l'eau devient la nage, ce qui revient à glisser entre les molécules d'eau. Pendant des siècles, les hommes ont parcouru les fonds marins en marchant sur son fond comme faisaient les scaphandriers. Voilà seulement une dizaine d'années que naît une invention fondamentale pour notre activité sportive, les palmes. On trouve plusieurs types de palmes dans le commerce. Les palmes sont formées par deux pièces unies entre elles, la palme qui doit déplacer l'eau et le chausson dans lequel enfiler le pied. Ce chausson peut être soit fermé, soit réglable. Les palmes rigides produisent une force de poussée majeure, mais elles requièrent des jambes bien musclées, sinon tu risques d'avoir des crampes. Les palmes à chaussons fermés sont plus efficaces. C'est pour cette raison qu'elles ont la préférence des plongeurs qui pratiquent l'apnée. Les palmes à chaussons réglables s'utilisent avec des bottillons à semelles qui sont également utiles pour marcher tout en protégeant les pieds. C'est une autre raison pour préférer ce type de palme. Il existe plusieurs modèles de palmes à chaussons réglables. Elles doivent être commodes et d'une pointure parfaitement adaptée à ton pied, sans trop serrer. La lumière dans l'eau.
Parlons maintenant des couleurs et ce qui va se produire quand la lumière pénètre l'eau. La Terre reçoit la lumière du Soleil. La lumière que nous voyons blanche est composée en réalité d'une juxtaposition de plusieurs couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce phénomène est perceptible quand la lumière solaire traverse des milliers de gouttes d'eau. Mais si la lumière est blanche, pourquoi voyons-nous alors les choses en plusieurs couleurs ? Quand la lumière rencontre un quelconque objet, une seule partie de ses rayons est reflétée alors que le reste est absorbé. Si l'objet en question reflète toutes les couleurs, alors celui-ci nous semblera blanc. En revanche, si l'objet absorbe toutes les couleurs de la lumière sauf une, nous ne verrons refléter que la couleur qui n'a pas été absorbée. Sous l'eau, tu vas t'apercevoir que la luminosité naturelle est différente par rapport à la surface. Il y a moins de lumière et les couleurs des objets changent. Tout semble d'une couleur entre le bleu et le vert. Que s'est-il donc passé ? À midi, avec le soleil au zénith, les rayons pénétrant verticalement la surface de l'eau fournissent une grande quantité de lumière. Mais tôt le matin ou en fin de journée, la majorité des rayons obliques sont reflétés par la surface de l'eau, comme un miroir. Selon l'inclinaison des rayons, une certaine quantité de lumière passe. Le phénomène appelé réfraction est une des variations d'angle de pénétration. Une fois sous l'eau, les rayons subissent d'autres changements. La diffusion, quand les rayons rencontrent des éléments dans l'eau, et l'absorption due à la plus grande densité de l'eau par rapport à l'air. Étant donné que dans l'eau, les couleurs prennent un ton plutôt bleu-vert, comment se fait-il alors que les photos des fonds sous-marins soient si riches en couleurs ? Le phénomène d'absorption n'est pas le même pour toutes les couleurs. Les couleurs dites plus chaudes, comme le rouge, l'orange ou le jaune, sont absorbées plus rapidement. L'absorption dans l'eau est en effet plus sélective. En dessous des 5-10 mètres de profondeur, les seules couleurs qui arrivent à pénétrer sont le bleu et le vert. Voilà pourquoi tout se colore de cette teinte uniforme. Mais si le plongeur utilise une source de lumière artificielle, comme les photographes, les vraies couleurs réapparaissent comme par magie. C'est bien pour cette raison que tous les plongeurs experts emportent une torche, même de jour. Naturellement, il s'agit d'une torche étanche, fabriquée pour supporter la pression des profondeurs. C'est ainsi que tu pourras admirer la féerie de couleurs que seul le milieu marin peut offrir. Le masque. Bien, maintenant tu sais comment te déplacer dans l'eau, mais sans masque sous l'eau, tout te semblera bien flou. Et pourquoi ? Eh bien c'est à cause de la conformation de notre œil qui fonctionne normalement dans l'air. Les champions en apnée corrigent cette gêne avec des lentilles de contact spéciales, mais encore très coûteuses et peu pratiques. La méthode la plus simple consiste donc à ménager un coussin d'air entre l'œil et l'eau afin d'obtenir une vision parfaite. D'où l'invention du masque de plongée. L'œil dans l'air maintient sa fonction originelle. Un masque est composé d'un ou plusieurs verres, contenus dans un cerclage rigide, entouré d'une jupe souple anatomique. Le meilleur compromis est d'obtenir un large champ visuel avec le minimum d'espace d'air possible. Plus un masque a un volume interne d'air réduit, plus aisée sera la manœuvre d'équilibration, mais un masque trop petit limitera énormément ton champ visuel. Pour la plongée, le masque doit inclure le nez afin de permettre la manœuvre d'équilibration. Les anciens prototypes de masques n'incluaient pas le nez. Il est conseillé d'utiliser un masque à verre trempé. En cas de rupture, le verre ne produit pas d'éclat dangereux pour les yeux.
Avant d'acheter un masque, il faut en essayer plusieurs pour trouver le modèle qui s'adapte parfaitement à la forme de ton visage. Pour cela, presse le masque sur ton visage pour vérifier qu'il s'adapte parfaitement à sa morphologie. Puis inspire un peu d'air par tes narines afin de faire adhérer le masque à ton visage. Le masque doit rester collé de lui-même. Ensuite, passe la sangle derrière la tête. Préfère une sangle qui se dédouble, le masque tiendra mieux. Vérifie également que le système d'attache est facilement réglable. Assure-toi si tu arrives à resserrer ou à relâcher la sangle d'une seule main. Sous l'eau, avec un masque, tout va apparaître plus grand, plus gros et plus près. Expliquons ce phénomène bizarre. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, les rayons de lumière qui passent dans l'eau subissent une déviation, la réfraction. Le même phénomène survient aussi en sens contraire. Notre cerveau, habitué à interpréter les images dans l'atmosphère, interprète la direction des rayons de lumière comme s'ils avaient voyagé uniquement dans l'air, c'est-à-dire tout droit, moyennant quoi nous croyons que l'objet est plus grand et plus près. Voilà pourquoi il existe des différences entre une dimension réelle et une dimension apparente. Quand le masque se couvre de buée, tu perds une partie de ton champ visuel. Préviens cet inconvénient en nettoyant l'intérieur et l'extérieur du verre avec du dentifrice ou autre liquide légèrement abrasif. Et juste avant de plonger, nettoie bien la face interne du verre avec du savon liquide ou tout simplement avec ta propre salive. Une fois ce rituel accompli, remplis d'eau ton masque jusqu'au moment où tu devras le mettre. Le tuba. Une autre pièce précieuse qui fera partie de ton équipement est le tuba. Il te permettra de respirer en surface tout en regardant le fond sous-marin. En pratique, il s'agit d'un tube muni d'un embout de formes et dimensions diverses. Les tubas sont flexibles afin de mieux s'adapter au contour d'une tête afin de ne pas fatiguer les muscles des mâchoires. La plupart du temps, le tuba est un tuyau annelé souple. Contrôle que l'intérieur soit lisse pour éviter que l'eau y reste. Un clip de fixation permet de l'accrocher à la sangle du masque. Pour évacuer l'eau d'un tuba à la surface, il suffit d'y souffler vigoureusement. Il existe des modèles avec un système de purge unidirectionnel, ce qui permet d'évacuer l'eau sans effort. Le tuba doit être fixé sur le côté gauche du masque, étant donné que le détendeur est toujours du côté droit. Le tuba ne doit ni gêner ni fatiguer tes mâchoires. Un bon tuba a un diamètre d'environ 2 cm. Un diamètre plus petit rendrait difficile la respiration. Un diamètre plus grand rendrait difficile sa purge. En règle générale, la partie finale du tuba est colorée afin de mieux repérer le plongeur à la surface. Après chaque plongée, même en piscine, tout l'équipement doit être soigneusement rincé à l'eau douce, puis séché dans un lieu frais et à l'ombre. Grâce à ces quelques simples pièces d'équipement, te voilà prêt à voyager dans un monde merveilleux. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de pression et de son implication dans la plongée. Tu comprendras le fonctionnement de la manœuvre d'équilibration, les problèmes que ce simple geste parvient à résoudre. À bientôt donc.